le Parti des démocrates se porte bien. Est-ce qu'on pourrait dire que le parti se porte bien quand on sait que son leader charismatique a abandonné le navire, on va le dire ainsi, puisqu'il a démissionné le 3 mars dernier? Ça, c'est vrai que le leader charismatique du parti a démissionné, mais je tiens à dire qu'aux dernières élections du 11 janvier, le président Yahi Boni n'était pas allé sur le terrain parce qu'il a permis aux autres militants quand même de commencer par montrer de quoi ils sont capables. Donc, il a essayé de préparer une certaine relève et vous le savez, ce sont les raisons de santé qui l'ont amené beaucoup plus à quitter. Donc, il a quitté la tête du parti, mais le parti, l'âme du président Yahi Boni est toujours au niveau du parti. Donc, le parti se porte bien. Certes, la personne de Yahi Boni est partie, mais son âme est restée au niveau du parti. Très bien. La raison évoquée pour cette démission, c'est vrai, c'est des raisons sanitaires. Vous semblez ne pas être convaincu au niveau de la coordination nationale puisque vous avez dépêché une délégation pour aller le rencontrer véritablement. Apparemment, vous n'êtes pas convaincu. Non, vous savez, je fais un rappel. En septembre, le président a aussi, le troisième vice-président du parti, avait démissionné. Et pourtant, le président Yahi Boni était toujours président, mais le parti a écrit une lettre pour rejeter la démission du président Aossi. Ce qui a permis au président Aossi de faire partie du comité de candidature pour les élections présidentielles en octobre. Et c'est après cette étape, après le choix du candidat, après les problèmes qu'on a connus, que le président Aossi a finalement quitté le parti. Donc ça veut dire si au moment où le troisième vice-président du parti Aossi a quitté, le parti a rejeté, parce que le parti estime que avec tout ce qu'on a eu à traverser ensemble, nous ne pouvons pas accepter la démission. Ce n'est pas du président Aossi, ce n'est pas le président Yahi Boni, membre fondateur, dont le charisme et le nom, et qui incarne l'âme du parti ou la parti, et qu'on va croiser les bras pour dire qu'on a accepté. Tous les militants ne sont pas d'accord, parce qu'en politique, on dit toujours 1 plus 1 est mieux que 1 moins 1. Encore que le président Yahi, son 1 fait plusieurs milliers de militants. Donc c'est pour ça que normalement, c'est pour cette raison que le parti a rejeté. Et c'est vrai que ce n'est pas de gâter le cœur. Bien qu'une délégation soit allée le voir et qu'il ait confirmé sa démission, qu'on a dû accepter. Mais il faut que le parti fonctionne. On a dû prendre acte. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu lors de cette rencontre vous l'avez rencontré, il vous a convaincu sur quoi? Vous savez, nous, depuis, c'est vrai que c'est des problèmes un peu privés, mais depuis le mois d'août, le président Yahi Boni a commencé à avoir des problèmes de santé. Et il avait fait une déclaration où il a demandé à avoir une retraite sanitaire. Oui. Et depuis ce moment, le président Yahi Boni n'est plus vu en public. C'est vrai, je ne veux pas trop spéculer sur son état de santé, mais on comprend qu'il y a l'âge qui évolue, il y a le poids de l'âge aussi qui est là. Donc il faut permettre quand même on préfère le voir vivant, en retrait, que de vouloir forcer qu'il soit là et que la concentration d'efforts puisse nous amener ailleurs. Donc on a vu que son état de santé aussi, il avait besoin de plus de repos. Et c'est pour ces raisons qu'on a été obligé d'accepter. Voilà, et puis la coordination nationale s'est réunie récemment. Vous avez acté donc la démission du président Thomas Boni Yahi. Donc le président intérimaire a été désigné par la coordination. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir des résolutions issues de vos dernières assises? En fonction de nos tests, comme ça a été dit dans la déclaration finale, si le président démissionne, automatiquement le vice-président assure l'intérim. Le premier vice-président. Le premier vice-président assure l'intérim. Et bon, le vice-président, à commencer par le premier vice-président par ordre de présidence. Oui. Mais ce premier vice-président a un intervalle de 3 mois pour assurer l'intérim. Dans cette période de temps de 3 mois, le parti a l'obligation d'aller à un conseil national ou un congrès pour élire un nouveau président. Voilà. Oui. Mais avant ça, le président Yahi Boni, au moment où il était encore commande, avait mis en place un comité de réflexion pour réfléchir sur les perspectives du parti au lendemain des élections législatives. Et ce comité a travaillé. Ce comité a sorti
a fait un bilan de ce qu'on a traversé. Et le bilan que je peux résumer très rapidement, Oui. c'était beaucoup plus des problèmes que nous avons connus. Depuis la création du parti, des difficultés qu'on a eues pour aller aux élections de 2021, les difficultés auxquelles nous avons été confrontés pour les élections de 2023, le blocage de notre du financement public depuis 2024 pour assécher financièrement le parti, la relecture du code électoral en mars 2024 pour amener le taux de parrainage, le seuil du parrainage de 10% à 15%, ce qui faisait 28 députés, où il fallait seulement qu'un seul député lâche pour qu'on n'ait pas de candidat. Le seuil, les 20%, là où la Constitution parle d'un seul seuil au niveau national, mais le Code est allé à un second niveau pour parler de 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Tout ceci, avec les problèmes qu'on a traversés, ont contribué quand même aux difficultés qu'on a eues. Donc, le gouvernement a tout fait pour qu'on ne soit pas, qu'on ait des difficultés pour notre participation aux élections générales. Bon, on ne va pas dire le gouvernement n'est pas dans votre parti. Vous voyez, le gouvernement qui donne... Non, le point 7, mais je parle actuellement de l'État qui donne le pays le financement public. Le remboursement de nos frais de campagne, dans le code électoral, en son article 100, il a été clair. Si un parti a eu plus de 10%, on doit rembourser. Chaque année, ça a eu lieu, à chaque élection. Mais pour une fois, parce que c'est les démocrates, l'État a refusé de rembourser les financements publics. Bon, est-ce que vous allez dire que l'État a refusé? L'État a refusé. Vous avez fait des démarches? On a appris toutes les conditions. On dit que le remboursement doit être fait avant la fin de l'année électorale. Donc avant le 31 décembre 2023, on devait nous rembourser, ce qui n'a pas été fait. Le financement public, on dit qu'il faut que désormais, qu'il y ait un financement public pour les partis. Depuis 2020, quand ça a été mis en application, les partis ont régulièrement perçu. Mais quand les démocrates sont venus au Parlement, nous avons perçu en 2023, mais depuis 2023, aucun parti, certes, n'a plus perçu le financement public. Donc vous n'êtes pas les seuls. Donc, oui, nous sommes un parti d'opposition. Nous sommes un parti d'opposition. On n'est pas un parti qui a des cadres, qui a des ministres, des DG, et qui a la machine, le budget, qui a quand même des gens qui gèrent le budget. On est un parti d'opposition. On a dû fonctionner avec nos cotisations pour être là où nous en sommes. Très bien. Maintenant, ça, c'est le bilan. Maintenant, pour les perspectives, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Mais il faut être juste. On est à la veille des échéances présidentielles. 12 avril. Quelle serait la position du parti par rapport aux élections présidentielles? Et c'est là qu'il y a eu des discussions, il y a eu plusieurs tendances, mais ce qu'on retient, le parti les démocrates ne prend pas part aux élections. Oui. Il a été dit que si un candidat écrivait au parti, cherchait à discuter avec le parti n'hésiterait pas à discuter avec tous les candidats. C'est vrai qu'on sait qu'il y a 2 candidats parce qu'on est en politique, on est un parti politique régulièrement constitué. On n'est pas un mouvement politique, ni des individus. Nous n'avons pas de problème de personnes avec les acteurs politiques, même si nous ne pensons pas de la même manière. Rien ne nous empêche, entre Béninois, de nous asseoir pour discuter. Nous allons écouter pour voir qu'est-ce que les gens disent. Et aller à la base avec notre débat pour voir quelles sont les décisions que nous pouvons prendre. Et c'est pour cette raison, on n'avait même pas encore pris une décision quand le candidat Humpé du parti FCBE a saisi le parti et la coordination a demandé à ce qu'on le reçoive. Nous entendons, je ne suis pas dans la direction pour savoir si les autres candidats aussi ont saisi, mais la stratégie c'est de recevoir les deux. Non, ceux qui vont nous saisir, de discuter. Peut-être que la saisie variera d'une manière ou d'une autre. On ne sait, mais on va discuter avec les candidats. Et nous allons rendre compte cette fois-ci, pas à la coordination nationale, mais au Conseil. Parce que le Conseil national est beaucoup plus vaste. C'est combien de membres? C'est plus de 177 membres. Parce que le Conseil est constitué de 117 coordonnateurs communaux, des 24 coordonnateurs de circonscription et des 89 membres du bureau de la coordination nationale. C'est vrai qu'avec les départs, on doit être à près de 80 membres de la coordination nationale. Donc c'est un mini-congrès. Donc c'est plus large. Et c'est la décision que les congressistes prendront en ce moment. Cette décision
s'appliquera. Donc, à l'heure où je vous parle, Est-ce que personne vous ne avez peut... déjà rencontré le parti, vous avez déjà rencontré le porte-étendard du parti FCBE? Non, je n'ai pas suivi la programmation, je ne sais pas comment ça a été, mais je sais qu'ils ont C'est demandé des prévu. rencontres. Comme c'est des rencontres qui seront faites dans un cercle restreint, Oui. c'est le rapport qui nous intéresse, nous, qui serait donné le mercredi à la probablement le mercredi à la coordination nationale, parce que le texte dit avant tout conseil national, il faut la tenue d'une coordination nationale. Donc le comité viendra rendre compte à la coordination nationale, probablement le mercredi ou le jeudi, avant la tenue du conseil pendant le week-end. Très bien. Le Conseil national se tiendra donc le week-end prochain. Oui. Qu'est-ce qui se passera le week-end prochain? Il y aura le conseil national. Oui, le Conseil national, c'est-à-dire que est-ce que vous allez procéder donc à la désignation du nouveau président du parti et puis pourvoir aux autres postes vacants? Qu'est-ce qui se passera? On dit en 2 congrès, Oui. chaque année, il faut organiser un conseil national. En 2026, c'est le premier conseil qu'on va organiser. Et ce conseil permet de régler certains problèmes avant d'aller au congrès. Certes, nous avons plusieurs problèmes tapis. Certes, c'est vrai que le premier a quitté, là, il est démissionnaire. Et au lendemain de la coordination nationale qui se tiendra le mercredi, Oui. on va finaliser l'ordre du jour du Conseil national. Et c'est en ce moment qu'on va valider tout ce qu'on aura à faire lors du Conseil. Mais ce que je sais déjà, c'est que le Conseil va parler aussi, prioritairement des nouvelles orientations que le parti pourrait prendre pour le futur. Très bien. Et vous êtes membre du comité qui a travaillé quand même sur tout ceci. Est-ce que vous avez donc un duo de candidats en tête pour tout de même le positionnement? Non. Vous ne serez pas actif pour la campagne électorale quand même? Non, je ne peux le dire parce que je suis toujours fidèle à la décision de mon parti. Je ne sais pas quelle décision prendrait mon parti si je me plais à la décision du parti. Oui. Donc, à l'heure où je vous parle, personne ne peut, moi personnellement, je peux dire si je serai actif ou pas. J'attendrai le Conseil national et ensemble, nous allons prendre une décision. Très bien. Et voilà. Maintenant, en réalité, le président Éric Ondété, il est président intérimaire jusqu'à présent. Oui, il est président intérimaire. Jusqu'à présent. Oui, Et donc, le Conseil peut décider de lever l'intérim et de le confirmer dans cette... Oui, ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Sans un congrès? Sans un congrès, oui, parce que au niveau du Conseil, dans nos textes, il est dit qu'au niveau du Conseil, on peut pouvoir au poste vacant. Je crois que le poste de président du parti n'est pas le seul poste vacant. Il y a d'autres vice-présidents comme le poste qu'occupait Awassi, il est parti peut-être, le Conseil peut décider lors des travaux de remplacer, de pouvoir aux postes qui sont vacants avant le congrès qui aura lieu en octobre 2026. Très bien. Le parti Les Démocrates, Ouais. à quand la mue du parti Les Démocrates? À quand la restructuration? Parce que il y a eu d'énormément de cadres qui sont partis, il y a le président qui a démissionné de la tête du parti. Certains observateurs ont au fait de dire que le parti court à sa perte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes acteur? Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des politiques. Et les gens ne vivent pas dans le parti pour comprendre. Pour aller à ces élections, le parti a connu vraiment des difficultés. C'est vrai qu'on est en politique, l'adversaire ne vous fera pas cadeau. On a été confronté à de nombreux problèmes financiers. Comme je le disais tantôt, que notre financement public a été bloqué. L'État nous doit beaucoup près du milliard. Est-ce que c'est la raison fondamentale de votre échec aux législatives? En politique, pour une campagne, il faut les moyens financiers. C'est impossible, il faut mettre du carburant pour aller sur le terrain. Et aujourd'hui, comme vous le savez, les réformes engagées par le président Patrice Talon, c'est de tout faire pour que les hommes d'affaires, les opérateurs ne s'impliquent plus, ne versent plus de l'argent au niveau des partis politiques. C'est pour ça que la réforme que tout le monde a saluée, c'était le financement public. Ils en ont communiqué énormément sur ça. Mais comme le Parti des démocrates est venu au Parlement, et voyant l'activisme du Parti des démocrates, ça a été coupé. C'est devenu une dette. Mais à côté de ça, c'est pas pour vous seul quand même, il faut le préciser. Après le financement, on a connu vraiment des départs. Mais vous savez,
tout ce qu'on a eu à traverser, je dis bien tout ce qu'on a eu à traverser, aucun parti au Bénin ne peut traverser ce qu'on a eu à traverser et faire le score qu'on a eu à faire. 16%. Si on a 16%, si on voit tout ce qui s'est passé à la Cour suprême, où des individus ont reconnu avoir cacheté 42 fois, parce que nous n'avons aucun représentant à la Sénat, nous n'avons aucun représentant dans les bureaux de vote. Nous n'avons que nos observateurs qui parfois sont interdits de suivre les travaux correctement. Et en voyant ce qui s'est passé à la Cour suprême, où les gens ont reconnu qu'ils ont voté 42 fois, nous bombons le torse pour dire on a quand même fait. On a eu plus de 400 000 militants voix. Et plus de 400 000 Béninois ont cru à ce que nous défendions. C'est pour ça que nous restons convaincus que nous ne sommes pas un parti qui est mourant. Au contraire, nous sommes comme le Sphinx. Nous renaissons toujours de nos cendres. Et nous allons nous réorganiser, nous allons nous restructurer. Certes, c'est vrai que le 12 avril, il y aura une élection. Le 24 mai, il y aura un nouveau président. Nous allons peut-être aussi observer la dynamique du changement, parce que la politique n'est pas linéaire, elle est dynamique. Et c'est pour ça qu'on va voir quelles sont les structurations, quelles sont les réformes internes que nous ferons pour pouvoir affronter la nouvelle dynamique. Et ces réformes se feront, surtout qu'on a un congrès en octobre 2026. Mais avant, il faut décider de celui qui succède à Thomas Boniaï, et c'est important. Le choix de cette personne est important, c'est un enjeu. Vous savez, le parti a quand même assez d'hommes de qualité. Et comme l'a dit, je vous l'ai dit plus tôt, l'intérim ne peut pas durer plus de 3 mois. 3 mois. Mais vous décidez d'y mettre fin samedi prochain. Non, il dit que l'ordre du jour du conseil n'est pas encore sorti. Peut-être que ça fera partie de pouvoir au poste vacant. Donc le samedi prochain, on verra bien. Dès le jeudi, on saura si au Conseil national, il y aura l'élection au niveau des postes vacants avant d'aller au Conseil. Mais confidence pour confidence, honorable, confidence pour confidence. Des bruits de couloir, il y a des candidats qui s'énoncent déjà. À mon niveau, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui est pressé d'être président à un conseil. Vous fermez vos oreilles alors? Non, c'est vrai qu'au lendemain du conseil, je n'étais pas président. Oui. Mais personne ne m'a encore appelé pour dire qu'il est intéressé. Vous n'êtes pas intéressé, vous? Non, si le parti, si au niveau de l'ordre du jour, il est retenu qu'on peut pouvoir au poste, j'estime que je peux être intéressé. Je peux être intéressé. Et donc vous êtes un probable candidat pour succéder à Boniaï? Oui, je pense qu'il peut. Comme pas moi seul. Il y a plusieurs personnes qui peuvent. Il y a des jeunes comme Bill. Vous ne pensez pas que c'est le moment pour Éric Ondete d'être président aujourd'hui, au regard de tout ce qui est dit sur la gestion de Boniaï à la tête de ce parti? Vous savez, le président Boniaï a eu la meilleure gestion du parti. Sérieusement, parce que vous êtes à l'interne? Parce que je suis à l'interne. Lorsqu'on allait aux élections de 2023, ce n'était pas le même code qu'on a étudié pour les élections de 2026. Et si le parti a connu cette ascension, c'est parce que le président Boniaï a accepté de prendre la tête du parti. Nos difficultés qu'on a eues, ce sont beaucoup plus des difficultés des tests, des lois qui ont été votées. Pas parce que le président Boniaï est là. C'est parce qu'on faisait peur. Et mieux, le président Boniaï a plus unifié le parti. Si le président Boniaï n'était pas là, je ne sais pas comment serait le parti. Mais on a parlé, vous avez entendu vos collègues, vous avez entendu des acteurs qui étaient membres de ce parti. L'honorable Basile Arrossi, par exemple, vous l'avez entendu. Non. Il y a eu, voilà. Non, le président Basile Arrossi, qui est mon papa, je pense qu'il a fait économie de vérité. Lui aussi, il n'avait pas tout dit. Comme il disait que le président Yaïbou n'avait pas tout dit, je sais que lui n'a pas tout dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Non, il n'a pas tout dit. Je sais que vous allez le recevoir. Il y a des non-dits aussi à son niveau. Dites-le non, puisque vous êtes avec nous. Non, je vous dis que le président, c'est mon papa. Oui. Il sait qu'il est souvent franc, il est direct. Je pense qu'il va venir, il va dire, il a des non-dits qu'il n'a pas eu à dire. Vous avez été offusqué par ces propos? Non. Je n'ai jamais... Moi, si quelqu'un quitte une BAC et vient intervenir sur cette BAC, je n'écoute pratiquement pas. Parce que les gens étaient dans cette BAC, bénéficiaient des avantages de cette BAC,
Et en ce moment, personne ne parlait. Donc, c'est que moi, c'est pas, je ne m'intéresse pas. Mais j'avoue que souvent, le président a aussi toujours été franc. Mais ici, je reconnais qu'il a des non-dits. Voilà, vous dites que Boniaï a été le meilleur, en tout cas, il a fait une meilleure gestion donc, du parti, mais vous entendez tout ce qui lui est reproché. Est-ce que ce n'est pas... Ceux qui partent pour rejoindre la mouvance, qui cherchent des arguments pour pouvoir parler du président Yahi. Il n'y a pas dans le parti. Je dis bien, tous ceux qui sont partis ont utilisé la photo du président Yahi Boni, ont applaudi Yahi Boni lors des meetings pour reconnaître que, pour lui dire directement, Dieu merci qu'il a accepté de prendre la tête du parti. Aujourd'hui, parce qu'ils ne sont plus, ils ont eu d'autres voix, ils veulent dégrader là où ils étaient. Mais il n'y a pas un endroit où il a eu tout est rose. Il y a toujours des difficultés. Toujours. Très bien. Mais le président Yahi Boni a quand même été un homme de consensus. Le président Yahi Boni n'a jamais pris une décision. Et j'attends pour voir celui qui peut me démontrer le contraire au niveau du parti, tant que ce n'est pas décidé par la majorité. Il ne prenait jamais une décision. Il dit allez vous entendre. Et c'est la décision de la majorité qui mettait en application. Peut-être que, je le dis, s'il a une décision, s'il lui voudrait prendre une position, il peut peut-être appeler les gens individuellement pour discuter. C'est que normal. Mais s'il n'a pas la majorité, sa volonté ne passe pas, ça ne passera pas. Il ne met pas en pratique. Il a toujours suivi ce dont a voulu la majorité au sein du parti. C'est pour ça que régulièrement on allait au conseil, ou au comité permanent, à la coordination nationale pour pouvoir prendre des décisions. Et personne ne peut lui dire le contraire. Le président Yahi Boni, président du parti, n'a jamais imposé une décision. Toutes les décisions qui sont passées sont les décisions prises par la majorité. Très bien. Voilà. Et en ce qui concerne l'élection présidentielle, vous avez accepté effectivement de rencontrer le parti, le porte-étendard donc du parti FCBE. Oui. Déjà, est-ce que véritablement il est possible que vous puissiez soutenir le parti FCBE pour la prochaine élection présidentielle? Je dis qu'on serait à peu près plus de 176 militants au Conseil national. C'est les 167 qui m'ont décidé de l'orienter, de la voie à suivre. Donc ici, je ne peux... Certes, peut-être qu'il y a certains qui voudront aller vers le candidat de FCBE. Certains voudront peut-être aller vers le candidat de la mouvance, comme certains voudront ne rien faire. Donc c'est en discutant, en échangeant. Et vous, personnellement, vous allez où? Demain, je vais dans ma circonscription électorale pour revenir avant vendredi pour discuter avec mes militants. Je parle de là où vous allez, entre les deux duos. C'est ce que je dis, je vais, et c'est là, je défendrai au Conseil national la position de mes militants de la 4e circonscription électorale en priorité lors des travaux du Conseil. Et donc, vous n'avez pas encore une idée? Non, parce que vous savez, un homme politique, s'il veut durer, il travaille toujours avec la volonté de sa base. Donc, c'est ma position. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et vous n'avez pas encore la volonté de la base actuellement? Non, je voudrais dire que demain, je serai sur le terrain. Demain, je serai sur le terrain. Et à mon retour, je verrai avec une réponse que je vais défendre dans les travaux au Conseil national. Très bien. Et si votre base vous dit... Je suivrai la décision de ma base. Et si votre base dit que c'est Romuald Wardani? Je suivrai la décision de ma base. Et donc, vous irez vers Romuald Wardani? Je dis que je suivrai la décision de ma base. Et si, par exemple, le Conseil ne va pas dans votre sens, dans le sens de votre base? Je suis un militant. Je vais défendre la position de ma base. Si la majorité décide autrement, je me plie parce que je suis un démocrate. Je suis et j'ai toujours fonctionné dans. Il y a des fois où, dans des décisions, même au Parlement, nous ne sommes pas d'accord, mais si la majorité décide, on se plie et on prend même la parole pour défendre la position de la majorité, bien qu'on n'était pas d'accord dès le départ. Ça, c'est être dans un groupe démocratique. Très bien. Kamel, plutôt, Sankari, est-ce que le président Thomas Boniaï va au Sénat? Je sais qu'il avait fait une sortie où il avait dit qu'il n'allait pas siéger au Sénat.
Non, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas eu à échanger avec lui, avec sa nouvelle posture s'il va. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a déjà dit qu'il ne s'agirait pas au Sénat. Et le sont les problèmes de santé, je vous dis, ces problèmes de santé peut-être, où on a demandé beaucoup plus de se reposer. Le problème, il y a beaucoup plus de repos que d'être actif dans une institution. S'il devrait solliciter des conseils de votre part, que lui diriez-vous par rapport à sa présence de droit au Sénat? Je vais lui dire que c'est à lui de décider. C'est à lui de choisir. Aujourd'hui, il n'est plus président du parti, et même s'il était président du parti, cette décision lui revient à lui seul. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense toujours que cette décision lui revient à lui seul, et c'est lui seul qui peut décider. Apparemment, vous ne répondez pas à notre question. Qu'est-ce que vous pensez? Non, vous savez... Est-ce que vous ne pensez pas que la présence de Bouni au sein du Sénat, ça apporterait énormément en termes de partage d'expérience pour ce pays? Mais aussi, il faut préserver sa santé aussi. Ah, Ce n'est donc... pas forcément être siégé au Sénat. Si ces médecins trouvent qu'il faut qu'il se repose, mais j'ai besoin de ça lui décider. Il pense qu'il est en bon état. Il va décider de ce qu'il a à faire. Et donc, vous n'êtes pas en réalité contre sa présence au Sénat? Moi, je respecterai toujours la décision qu'il aura à prendre. Parce que je sais qu'il va réfléchir énormément avant de prendre cette décision pour le bien du Bénin. Ce qu'il a toujours fait. Tous les actes qu'il pose, c'est toujours pour le bien du pays. Très bien. Voilà, dans peu de temps, nous serons en campagne électorale. Oui. De quelle campagne électorale rêvez-vous? Vous savez, c'est vrai que je ne retrouve pas la festivité qu'on a toujours l'habitude de voir lors des campagnes. Je me dis que peut-être certains ne s'y retrouvent pas. Mais je veux quand même qu'il y ait une campagne électorale beaucoup plus responsable, que chaque candidat montre vraiment son projet de société. Je ne vois pas juste maintenant un candidat qui a montré un projet de société, c'est dire rentrer dans les rangs, ou lors du rassemblement de l'opposition. C'est pas ça. Il faut que chaque candidat dise, si je deviens président, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'avais des ambitions, j'ai sorti un livre, ma vision politique. C'est ce à quoi je m'attends pour tout ce que les ambitions pour ce pays disent, voilà, si je deviens, et quand je serai président, voilà, dans tel domaine, dans tel secteur, ce que j'aurai à faire. C'est ça qu'on veut voir, que les gens viennent parler. Ce n'est pas la continuité ou bien la rupture. Que les gens disent, voilà ce que nous pouvons faire dans le domaine de la santé. Okay. Beaucoup plus, je vais entendre beaucoup plus que les gens me disent, si je viens dans le domaine, la dialyse va redevenir gratuite. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir, le Bénin doit se construire avec tous ses fils. Je vais certain quand on dit, si on vient, les prisonniers politiques seront dehors. Les exilés politiques seront dehors. Les Béninois pourront se parler. C'est ce dont on a. Parce que nous n'avons pas de problème de personne, je l'ai dit. On a souvent des problèmes de gouvernance. Et là, il faut que le prochain président amène les fils du Bénin à se parler entre eux. Et non à avoir peur de se parler, même entre frères. Très bien. Et donc, déjà, subtilement, vous avez commencé par énumérer quand même les grands enjeux de la prochaine présidence, donc de la prochaine gouvernance, j'allais dire. Quelles sont vraiment les premières, qu'est-ce qui doit être les premières priorités du prochain président? Comme je le disais tantôt, si le prochain président vient, il va pour moi, la classe politique va l'observer au moins pendant les 100 premiers jours pour voir comment faire. C'est de poser, nous entendons beaucoup plus aujourd'hui un président qui va poser les jalons d'un dialogue national pour que tous les fils se sentent concernés par la gestion du pays. Parce que je l'ai dit, personne n'a un problème de personne, aucun Béninois même n'a de problème de personne avec le chef d'État. Et il faut qu'on discute, il faut qu'on arrive à se parler. C'est beaucoup plus unifier les Béninois pour le développement du pays, pour le développement de ce pays. Et c'est possible parce qu'il y a des compétences partout. Il y a des compétences partout. On n'a pas besoin même d'être politique avant d'être identifié et travailler. Il faut permettre à tous les Béninois d'être là. Si un président le fait, je pense qu'il y aura le soutien de plus de 90% des Béninois. D'accord. Et donc, c'est l'une des priorités pour vous? L'une des priorités. Voilà. Et pour les populations, quelle sera cette priorité-là?
Je pense que même les populations attendent ceci. Les gens vont parler, ils parleront du panier de la ménagère, parce que c'est difficile pour nos familles, surtout nos producteurs, qui ont du mal à écouler leur production. Moi, je suis à un passé récent, les gens ont engagé des prêts au niveau des banques, mais on produit, par le maïs, le soja, mais le prix qu'on leur propose ne leur permet pas de rentabiliser leur production. Donc, il faut amener à réfléchir pour que les producteurs ne produisent plus pour être pauvres, mais produisent pour avoir un peu de richesse et envoyer ses enfants à l'école et se soigner. Ce qui est difficile. Il faut aussi lutter contre l'insécurité, parce que ce qui se passe précisément, si je prends ce qui se passe dans ma circonscription électorale, dans les communes de Kéro, Kouandé, Péonko, c'est sérieux. Les djihadistes, comme on les appelle, fatiguent les populations. Pratiquement tout le temps, ils se fatiguent. Après, ils étaient à Kouandé, où ils ont semé ce qu'ils ont semé. Ils étaient à Kéro, ils viennent, ils ont même attaqué l'usine de glinage. Il faut qu'on trouve vraiment des solutions pour contrer ce phénomène. J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de gagner du terrain. Mais je profite aussi pour féliciter nos forces de défense et de sécurité qui font un travail énorme. Nous devons prier et que le renseignement au niveau de nos populations puisse les aider à nous débarrasser de ce phénomène. Parce que la population doit accompagner énormément nos forces de défense et de sécurité pour qu'on n'ait pas de surprises. Très bien. Merci beaucoup, honorable. Avant de vous laisser partir, la 10e législature s'est installée avec le nouveau président de l'Assemblée nationale. Quel est déjà votre avis? Vous savez, cette 10e législature est constituée parmi certains élus, des gens qui n'ont pas été élus par la population. Des gens qui n'ont pas été élus. C'est la loi qui les a ramenés au Parlement. Parce que le suffrage direct ne leur permettait pas de siéger. Et en plus de ça, c'est un Parlement monocolore. En fait, quand vous dites le suffrage direct, ils sont issus des élections. Il n'y a pas... l'élection, c'est les règles, et les règles ont été établies. Si ce n'est pas le système de 20%, pas ces conditions électorales... C'est prévu par la loi. Et donc, ça, c'est la loi qui les a amenés et non le vote direct. Ce n'est pas le vote direct, c'est les populations, mais c'est la loi qui les a amenés au Parlement. Et nous nous retrouvons aussi aujourd'hui dans un Parlement monocolore, comme de 2019 à 2023. Moi, je crois toujours au destin. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Mais je dis, j'ai toujours combattu un Parlement monocolore. Donc, le Parlement monocolore de la 10e législature, je vais toujours combattre. Parce qu'elle n'est pas représentative, de nos populations. Des gens ont été élus. Ce n'est pas élection, et donc elle est représentative. Non, il y a une bonne partie qui a voté pour certaines personnes, mais qui ne retrouvent pas. Et c'est des gens pour lesquels n'ont pas voté qui se retrouvent. Donc, je vais tout dénoncer. Vous savez qu'on vote pour les partis politiques, on ne vote pas pour des gens. Bien évidemment, avec les nouvelles règles, c'est les partis politiques. C'est la loi qui a amené ces gens au Parlement. C'est pour ça que c'est un Parlement monocolore. Et souffrez que nous dénonçons ce pas. C'est la loi. Nous sommes respectueux des textes. Nous leur souhaitons bon vent. Et qu'ils comprennent qu'ils sont là pour le Bénin. Qu'ils sont là pour le Bénin, pour le Bénin du Bénin. Et non pour faire le job d'un individu. Très bien. Le président Diogbenou, qu'est-ce que vous attendez de lui? Non, vous savez, le président Diogbenou, peut-être qu'il a commencé ses premiers pas. Mais j'espère, avec la rencontre avec le personnel qu'on a suivi, comme tout, mais j'espère qu'il va continuer dans ce moment pour pouvoir quand même établir, une bonne dynamique. Parce que l'ancienne, il a eu tellement de pagailles au niveau du Parlement par le passé, avec la gestion passée. J'espère qu'il aura le courage de fouiller tout ce qui s'est passé au Parlement. De fouiller vraiment tout ce qui s'est passé au Parlement et qu'il puisse informer le peuple. Les gens vont tenir la tête, j'en suis convaincu. On a dénoncé des faits et à ma grande surprise, à part le Parlement, si vous vous rappelez, il a eu un dossier qu'on avait appelé Akpona Gate où l'ex-ministre, l'actuel député Akpona avait dénoncé une certaine gestion
au niveau du ministère des Mines. Une commission a été mise en place par le Parlement qui devait donner ses réponses au plus tard le mois d'octobre. Mais jusqu'à la fin de la législature, aucun rapport n'a été déposé et personne n'en parle. Je pense qu'ils doivent avoir... Les démocrates étaient dans cette commission? Oui, mais en minorité. Ils étaient minoritaires. Oui, mais vous étiez? Oui, on était en minorité, mais on n'était ni président, ni rapporteur. Ils avaient le contrôle de la commission. Donc aujourd'hui, on veut savoir quel est devenu le rapport de cette commission. D'accord, c'est ce que vous attendez. Pour voir. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Donc, Kamel Ouassangari, député de la 9e législature pour le compte du parti Les Démocrates. En tout cas, on suit l'actualité au niveau de votre parti politique puisque déjà mercredi, la coordination va se réunir et puis le samedi, ce sera le Conseil national où on peut avoir maintenant donc, le successeur légitime donc, de Boni Yayi à la tête du parti. Votre mot de fin? Merci, monsieur le journaliste. Comme je l'ai dit d'entrée le jeu, on est dans un mois saint, un mois vraiment béni. Je prie d'abord pour le peuple béninois. Et je prie que Dieu aide quand même les futurs dirigeants. Parce que ce qu'on a à faire avec l'actuel président, le président Yayi Boni a même demandé pardon, mais on n'a pas eu de réponse. On a introduit une loi d'amnistie où on était au Parlement qui n'a pas évolué. Donc nous espérons que avec les bénédictions de ce mois, qu'il y ait une nouvelle loi d'amnistie ou bien que le président prenne une classe pour que les gens puissent quitter la prison. Je vais parler de Rekia Amadou, de Joël Aïvor, d'un certain nombre. Et en plus de ça, que les élections qui vont se dérouler, parce que nous sommes, j'ai dit, respectueux des textes du pays, que ces élections se déroulent dans la paix, la tranquillité, et que Dieu fasse le miracle. Pour que ceux qui viennent fassent autrement que ce qu'on a vécu depuis 10 ans. Fassent mieux pour le bonheur que ce qu'on a vécu depuis 10 ans. Et je tiens à le répéter, le Parti des démocrates n'a pas un problème de personne avec quelqu'un. On a eu un problème de gouvernance avec le président Patrice Talon, dont le mandat finit la nuit du 23 mai 2026. Nous espérons que celui qui serait président à partir du 24 mai 2026 va mieux écouter la majeure partie des Béninois pour une gouvernance concertée dans la paix. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Votre soutien à la candidature de Romuald Wadani, d'entrée de jeu, Aléa Diou, bonjour à nouveau d'abord. Bonjour, cher ami journaliste. Alors, dites-nous, quelle est votre opinion sur ce que traverse le parti politique Les Démocrates ces derniers jours avec la démission de son président Boni Yayi? Le parti a rejeté cette démission, mais Boni Yayi n'a pas abdiqué. C'est une traversée du désert, une longue traversée du désert très difficile. Moi, je le pressentais et ça fait mal. Ça fait mal pour les amis qui ont cru, qui ont travaillé à cela, qui ont créé quelque chose pour donner de la vitalité démocratique en animant cette chapelle politique de l'opposition pour que nous puissions retrouver un peu l'élan démocratique que nous avons trouvé, que nous avons eu depuis 1990. C'est une page qui est en train d'être tournée, mais elle n'est pas définitive. Pour moi, elle n'est pas définitive. L'opposition n'est pas morte, ou du moins, l'opposition telle qu'elle a été vécue disparaît, mais une autre opposition va ressurgir. Une autre opposition va ressurgir, vous en faites partie? Je suis toujours dans l'opposition. Je ne suis pas opposé à M. Patrice Talon parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un s'oppose, une personne s'oppose à un autre individu, une autre personne. Je suis opposé à son régime. Mais pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne le savent pas, de 2016 à 2018, j'étais compté parmi les soutiens de Patrice Talon. J'ai fait campagne pour Patrice Talon. On s'est rencontrés en 2015. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant 2 ans, j'ai observé que la primauté a été mise sur, j'allais dire, les biens matériels, sur l'argent, sur le capital financier. Or, je suis convaincu qu'avant le capital financier, il y a le capital humain. Ce sont les deux qui sont bien agencés, quand ils sont bien agencés, qui contribuent à créer les conditions de développement. Mais après, il y a eu beaucoup d'actions sociales qui ont été menées. Pour construire le développement dans un pays. J'ai observé pendant 2 ans que l'allure que prenaient les choses ne me satisfaisait pas. Donc j'ai commencé à regresser, à
à prendre du recul. Et je suis quand même j'étais quand même compté dans la famille mouvancière, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Et j'ai observé que ça ne changeait pas. C'est une question de conviction, une question de valeur. Pour moi, je suis entré en politique sur la base de mes convictions, sur la base de mes valeurs. Mais quand vous ne vous entendez plus sur la base des valeurs, je vais prendre un exemple, si vous me permettez rapidement. Les analyses ont été faites et qu'il fallait faire une réforme, la réforme du système partisan et d'autres réformes notamment. Mais la réforme du système partisan et la réforme des institutions, parce que le Bénin était surtout malade à ce niveau-là. J'étais à l'Union fait la Nation. J'ai présidé 2 commissions, une commission qui s'occupait de l'éducation et puis une autre commission qui s'est occupée des réformes. N'oubliez pas que quand j'ai été ministre, le premier poste ministériel, j'étais chargé des réformes, enfin chargé des relations avec les institutions. Donc j'étais habitué à cela. Quand j'ai écouté le candidat Patrice Talon annoncer, j'étais à l'extérieur, annoncer qu'il serait candidat, je l'ai écouté attentivement. Il a dit beaucoup de choses sur les réformes à faire. Cela m'a intéressé. J'ai senti ça au-dedans de moi-même, comme si c'était moi qui parlais. Et après, je me suis renseigné, j'ai su que, il a été mis au courant du rapport de cette commission-là au niveau de l'Union de la Nation. Il n'empêche. Donc, j'ai aimé. Je savais que s'il arrivait, il aurait toutes les chances de réussir ces 2 fois 5 ans. Parce que j'étais convaincu qu'il ferait 2 fois 5 ans. Et ça a commencé, ça devait commencer. Et je faisais partie des gens qui disaient les réformes politiques et institutionnelles ne sont pas des réformes sociétales. Il ne faut pas les introduire tout de suite. Les réformes sociétales sont des réformes qui concernent les sociétés. Je ne vais pas prendre un exemple, mais il y a eu en 2000, je ne sais plus combien en France, les réformes sur, je dirais de manière très simple, les hommes, les femmes, etc. Ça, c'est des réformes de société. Quand le pouvoir arrive, il met en place ces réformes très rapidement. Parce qu'il sait que pendant qu'il sera là, il peut y avoir des remises en cause. Il sera là pour défendre, pour justifier, etc. Les réformes politiques et institutionnelles ne sont pas de cet ordre-là. Donc, je fais partie des gens qui conseillaient que ces réformes qu'on prenne le temps. Patrice Talon arrivait en 2016, il y avait les élections législatives en 2019, mais qu'on prenne le temps, les 3 ans, pour préparer. Pendant que Yahi partait, sur le plan social, ce n'était pas joujou, ce n'était pas bien. D'accord? Donc, je proposais, moi, que Patrice Talon s'occupe des questions de société, enfin, des questions sociales, et en même temps, préparer la relève au plan politique. Mais il y a un autre camp qui défendait le contraire. Les réformes politiques doivent se faire tout de suite. Mais aujourd'hui, ces réformes politiques, qu'est-ce que vous en pensez? 2 secondes. Oui. Donc, c'est ce camp-là qui a dominé. Et nous avons commencé à voir. N'oubliez pas qu'il y a eu une commission qui a été mise en place. Ça n'a pas donné grand-chose. On a commencé à parler de la révision de la Constitution. Qu'est-ce que ces réformes-là? Je parle des réformes politiques et institutionnelles. C'est comme si on n'a pas pris le temps de bien réfléchir et faire ces réformes-là d'un coup. Des réformes approfondies. Aujourd'hui, on a dû saupoudrer. Okay? On a demandé au Parlement, à tel moment, regardez-nous ça. Ils ont regardé, ils ont fait des propositions, ils ont voté des lois. À un autre moment, une autre lecture, mais ça là qu'on a mis en place, c'est pas bien. Vous êtes conscient du fait que toute réforme forcément dérange des intérêts. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ses habitudes. Quand on veut faire des réformes de cette nature-là, on prend le temps, on approfondit. On prend le temps, on approfondit et on fait les réformes de façon sérieuse, à la limite, je dirais, une fois pour toutes, une fois pour de bon. Ce n'est pas ça que nous avons connu. Okay. C'est sur le tard qu'on nous a parlé récemment d'un Sénat. Alors, est-ce que c'est ces réformes-là qui ont conduit les démocrates les réformes politiques et institutionnelles, les réformes politiques et institutionnelles ne sont pas une grande réussite comme elles devraient l'être. D'accord? Maintenant, vous posez la question par rapport aux démocrates. Non. C'est la façon dont l'opposition a été gérée. Parce que les amis les démocrates, à un moment donné, ont cru qu'ils étaient les seuls ou les plus forts. Peut-être qu'ils étaient les plus forts en regardant les chiffres. Ils avaient 28 députés. Peut-être qu'ils étaient les plus forts parce que la vraie opposition aujourd'hui, c'est le peuple qui l'incarne. Et ce peuple manque de leader. Okay? Donc les réformes, le Parti des démocrates, à un moment donné, pour moi, a manqué de sagesse, les dirigeants, a manqué de sagesse, a manqué d'humilité. Et leur président, que j'ai rencontré, c'est pas beaucoup, 1 ou 2 fois, en a beaucoup souffert. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était fin août. J'ai déjà constaté un homme affaibli, qui n'arrivait pas
j'allais dire, à réunir son équipe, à faire entendre raison aux uns et aux autres. Donc il y avait de la cacophonie à l'intérieur, mais déjà à l'intérieur c'était difficile, à l'extérieur, donc tout autour, dans le pays, avec ses relations avec son prédécesseur immédiat, etc. Tout ça a fait que les LD ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin. Vous avez suivi Basile Arrossi lors de sa récente sortie médiatique? Oui, je l'ai suivi. Vous avez suivi ses arguments par rapport à la gestion du parti, par rapport Le LD? Oui, au départ de Boni Yayi, qu'est-ce que vous en Moi, pensez? je ne suis pas LD. Je n'ai jamais été LD. Donc, lui, il a parlé de l'intérieur de LD. J'ai appris ce qu'il a dit. J'ai soupçonné un certain nombre de choses. Lesquelles vous avez soupçonné? Je ne peux pas tenir les mêmes. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le président Yayi Boni a eu du mal à gouverner son équipe. De l'extérieur, moi, je l'ai ressenti. Et quand je me suis rapproché pour parler de l'union sacrée de l'opposition, il m'a parlé avec des images. J'ai compris qu'il y avait des combats sérieux. Et selon vous, quels étaient ces combats-là? Quels étaient les groupes qui s'affrontaient? Bon, je pense que c'est maintenant terminé, la page est tournée. Les groupes étaient représentés par quelques personnes, c'est surtout au niveau des présidents. Enfin, oui, des vice-présidents. C'est surtout au niveau des vice-présidents qui avaient leurs équipes. Et ça peut aussi se comprendre, la façon dont le parti a été créé, a été géré, etc. Mais puisque c'est derrière nous, je pense qu'il faut demander aux uns aux autres de se calmer pour qu'on puisse rouvrir de nouvelles pages. Aujourd'hui, pour vous, si les démocrates doivent soutenir un duo candidat, lequel doit être? Ah, mais c'est une question difficile. Il faut que moi je parle moi-même de soutien. Si je soutiens quelqu'un, que j'en parle, que je l'explicite et que les gens me comprennent. Oui. Mais parler au nom de LD, ça va être difficile. Parler au nom de quelques personnes du LD, déjà c'est difficile. Déjà, c'est difficile. Arrossi, c'est un LD. Il a toujours dit que son cœur vibre encore les démocrates. Mais il soutient Wadaï. Voilà des cas isolés. Et vous, Basile Arrossi, et vous Alain Adiou. Oui. Bon, je ne suis pas LD, d'accord? Donc, en tant qu'Alain Adiou, je ne suis plus acteur politique. Je suis un homme politique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, opposition non partisane, à la limite opposition citoyenne. Là, pour répondre à votre question, je vais faire observer quelque chose. En 2-3 minutes, si vous me le permettez. J'ai observé ceci, que dans notre pays, les successions au pouvoir ne se font pas par seulement d'homme à homme, ne se font pas seulement d'homme à homme. Et ça se fait par bond générationnel. Et je m'explique. 1910, ceux qui sont nés en 1910 ont géré le pays pour la première fois, à partir de 1960. Hubert Maga et le reste, ils sont de la génération 1910. Et je qualifie leur génération, je caractérise leur génération de l'indépendance ou des indépendances. C'est nous de l'indépendance. D'accord. Après, il y a eu un bond. Les militaires, les révolutionnaires, qui ont pris le pouvoir. Les premiers sont arrivés par élection. En gros. Les autres, ils ont pris le pouvoir. On ne négocie plus. On prend, on gère, on se bat. Ce sont des gens de la génération 1930. 1910 et 1930 avaient 20 ans. 1930, ceux de la génération 1930, Mathieu Kérékou et les autres, ils ont travaillé jusqu'à ce qu'on change. On a changé en 2006. Ceux qui sont arrivés, génération année 1950, les Yayi Boni, Patrice Talon, nous autres, ça c'est ma génération, ça. D'accord? Si les premiers, je les qualifie de génération des indépendants ou de l'indépendance, les deuxièmes générations de la révolution, troisième, 1950, génération des technocrates, des gestionnaires, des économistes, d'accord? Et quatrième génération, 1970. 1970. Donc, on fait des bons générationnels de 20 ans. 20 ans. Je ne dis pas que les dirigeants rajeunissent de 20 ans. Non, ce n'est pas ça. Donc quand les amis mettent l'accent sur la jeunesse, les jeunes ont toujours participé à l'exercice du pouvoir d'État. Ils ont toujours pris le pouvoir. Dans notre pays, en 1967, si mes souvenirs sont bons, Alphonse Allais, il a eu le pouvoir à 37 ans. À 37 ans. De Souza, Paul-Émile de Souza, il a eu le pouvoir à 38 ans. Mathieu Kérékou, il est arrivé au pouvoir à 39 ans. Wadaï n'a pas 37 ans, 38 ans, 39 ans. Il en a 49. Il aura 50 ans, un mois après avoir prêté serment, en gros.
Et quand on prend, si on fait la moyenne des âges, c'est entre 50 et 55 ans. 50, 55. Donc, ce n'est pas une question de rajeunissement. Les jeunes ont toujours participé à la gestion de leur pays. D'accord? Mais c'est des bons successifs, des bons générationnels. Alors, si 1960, indépendance, première génération, les révolutionnaires, deuxième génération, les gestionnaires, troisième génération, la quatrième, c'est la génération des mondialisés, des numériques. C'est des bons en avant par rapport à leurs prédécesseurs que nous sommes, à pratiquement leur biologique que nous sommes. Mais ceux qui arrivent, 1970, ils n'ont pas connu les indépendances. Ils ne se sont pas battus pour les indépendances. Ils ne se sont pas battus pour la révolution. Ils n'ont pas construit le système démocratique. Donc, c'est la génération de tous les défis, de toutes les responsabilités qui portent, que porte aujourd'hui Wadayi, parce qu'il incarne cette génération-là. On ne choisit pas forcément, parce qu'il y a 10 000 personnes qui sont de cette génération 70, mais à la limite, le sort est tombé sur lui. La façon dont c'est tombé sur lui, j'ai beaucoup de choses à dire, mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend de son prédécesseur immédiat, le président Talon. Donc je ne discute pas de ça. Mais aujourd'hui, il est là, c'est tombé sur lui. En faisant ces analyses-là, je dis, c'est la bonne génération qui doit maintenant prendre le pouvoir, parce qu'ils sont suffisamment bien outillés, ils doivent pouvoir prendre appui sur ce que les aînés ont construit. Il ne faut pas taper du pied dedans, ils doivent pouvoir prendre appui sur ça et construire pour demain. C'est pour tout ça que dans mon analyse, je me suis dit, bon, c'est lui, Romuald Wadayi, qui est retenu. J'ai bien dit, la façon dont il est retenu ne me plaît pas. Mais il est retenu, il fait partie de cette génération-là. Je suis convaincu que cette génération-là a quelque chose de positif à construire pour compléter ce que les aînés ont déjà fait comme effort. Mais qu'est-ce qui cristallise les attentions autour de Romuald Wadayi? On a constaté qu'en dehors de la mouvance présidentielle qu'il a désigné comme candidat, on a vu de grands ténors, qu'on peut même dire de l'opposition, se rallier à sa cause. Pour preuve, je peux citer que Ousmane Batoko et Léon Basile Rossi, par exemple. Je ne suis pas sûr. Et bientôt peut-être vous. Je ne suis pas sûr que Romuald Wadayi, chez lui, tranquillement, en observant tout ça, se limite seulement à applaudir, ok, le 12 avril, je serai élu par la grâce de Dieu, s'il y a beaucoup de Béninois qui sortent, si ceux qui ne sont pas sortis la dernière fois dont on parle, 7 Béninois sur 10 qui ne s'étaient pas sortis, s'il y en a un peu plus qui sortent, que le taux de participation est un peu plus élevé, je serai tout fier, etc. Je ne suis pas sûr qu'il limiterait ses sentiments à cela. Il devait commencer, je crois, parce que je l'ai rencontré assez rapidement, le peu que je sais de l'homme, c'est un homme d'écoute, un homme de réflexion. Je suis sûr qu'il se poserait la question, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je vais porter 14-15 millions, c'est rien. Un petit pays comme le Bénin, c'est rien. C'est Kérékou qui disait le Bénin est tout petit, mais son poids est lourd. Il s'agit du poids. Il s'agit du poids. Parce que ce jeune homme est pétri dans les finances internationales. Techniquement, il est très rodé. C'est un homme de chiffres. Mais en tant que président de la République, il va dépasser ça. Il ne devra plus être un homme de chiffres. Il devra être un homme de cœur, un homme d'émotion. On ne dirige pas seulement avec les chiffres. Les chiffres, c'est des pièges. Je peux m'exprimer ainsi, c'est des pièges. Quand les institutions de Bretton Woods s'intéressent aux pays africains avec les chiffres, ce n'est pas toujours joujou, ce n'est pas toujours à applaudir. Le développement, ce n'est pas uniquement, ce n'est même pas d'abord les chiffres. C'est l'humain, c'est le capital humain. Ce sont ce que les marxistes appellent les forces productives. Les forces productives. Les réformes économiques que le président Talon a introduites sont affaiblies par ça. L'accent n'est pas mis sur les forces productives à renforcer. Ça, c'est un autre débat. En tant qu'économiste, que je pourrais le mener avec d'autres personnes si elles le veulent. On le fera. Donc, je suis en train de dire que je ne suis pas certain que le futur président, parce que pour moi, c'est déjà le futur président tel que les choses sont, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas, tel que les choses vous ne sont. trouvez pas d'espoir en votre ancien compagnon Paul Rumpé? Bon, ancien compagnon. Non, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de personnalité. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Paul Rumpé, que j'aime bien par ailleurs, ne pensez pas que nous sommes des adversaires. Nous avons échangé des messages il y a peut-être pas, il y a 10 jours à peine. D'accord?
Mais je ne pense pas quelle que ce était la contenance de ces messages-là? Je ne pense pas que ce soit un appel à soutien? L'homme de la situation. Un appel à soutien? Je ne pense pas, malgré la volonté, malgré sa disponibilité, tout ça, M. Paul Moumpé n'est pas l'homme de la situation. En tout cas, tel que je l'ai décrit, moi, n'est pas de l'homme de la situation. Donc, si Wada prend le pouvoir, il devra se dire, oui, je suis pétri dans les arcanes des finances internationales, mais je dois, autant que faire se peut, utiliser ça pour servir l'humain, pour servir les Béninois. C'est en cela qu'il va prolonger son prédécesseur immédiat tout en le remettant en cause pour ouvrir davantage. Donc, vous avez dit que les gens le soutiennent de partout, mais je vous ai répondu, je ne suis pas sûr que c'est de ces soutiens-là qu'il a d'abord besoin. Il a besoin aujourd'hui de nos prières, à la limite, je dirais, de notre compassion, parce que c'est lourd. C'est lourd. Vous le verrez 2 ans après, mais il ne sera plus aussi jeune. Nous avons fait l'expérience avec Patrice Talon. Vous avez fait l'expérience avec d'autres. Les plis, les replis du visage, la fatigue, les cheveux, les rides, ça vient tout de suite, parce qu'on n'endort pas. On n'endort pas. Je vous prends un petit exemple. Hein. J'ai assez souvent remplacé le ministre des Affaires étrangères quand j'étais au gouvernement. Mais le poste que moi j'occupais me permettait, si je finissais, de dormir le soir, de dormir la nuit. Mais le ministre des Affaires étrangères, quand il fait nuit ici chez nous, il fait jour ailleurs. D'accord? En tant que ministre des Affaires étrangères, il doit être informé de tout ce qui se passe. Et quand je le remplaçais, quand j'assurais l'intérim, c'est moi qui vivais ça. Donc je n'avais pas d'heure pour dormir. Et quand tu sors le matin de chez toi, tu as toujours un petit sac. Si jamais on t'appelle, on te donne le billet, tu ne rentres plus chez toi, tu t'en vas. Et tu reviens quand tu as fini la mission. D'accord? C'est ça c'est seulement pour un ministre des Affaires étrangères, mais pour un chef d'État, c'est très très lourd. Donc, le jeune homme, notre jeune frère, notre fils, parce qu'il est de la génération de mon fils aîné, oui. Il a besoin qu'on l'accompagne de nos prières, d'accord, qu'on le soutienne, d'accord, de nos prières, et beaucoup de sagesse de la part des Béninois. Ce sont les Béninois qui rendent la vie très difficile. Mais il hérite de quelque chose d'extrêmement difficile pour le pays. N'hérite pas de Patrice Talon qui veut, qui peut. Ah bon, comment? Non, parce que ce que le président Talon lui laisse comme héritage, en des points, c'est positif, les réalisations physiques. Ce n'est pas ça le développement. Les réalisations physiques sont importantes, d'accord? Mais elles ne conditionnent pas. Elles sont impressionnantes. C'est pas ça, c'est pas l'impressionnant. C'est pas l'impressionnant qui compte. Et l'attractivité. C'est pas l'impressionnant qui compte. Et l'attractivité. Est-ce que ça structure, j'allais dire, le développement économique. On a vu récemment sur les réseaux sociaux des Béninois se vanter de nos marchés modernes, oui. Comparativement à d'autres pays de la sous-région. Mais il faut se poser la question, mais quels sont les Béninois? Il y en a qui sont même des Béninois sur les canaux de l'opposition, sur les réseaux sociaux. Mais je dis, mais attends, vous et moi, est-ce que vous pouvez me dire que vous soyez de l'opposition ou pas, que vous n'êtes pas satisfait de voir des routes un peu partout? Vous allez me dire que ça ne vous satisfait pas? Vous allez me dire qu'en construisant les marchés, les quoi d'autre? Les monuments. Les monuments, oui, le stade, tout ça. Vous allez me dire que vous n'avez pas satisfaction? Vous n'avez pas un peu de fierté? Oui, oui. Il y en a qui disent, mais on n'a jamais vu ça. C'est vrai, on n'a pas beaucoup vu ça. Mais on a quand même commencé à voir ça. N'oubliez pas que même les autres... Un jour, je discutais avec des amis, d'ailleurs, c'était sur les médias. Et on me parlait des routes. Je dis oui, d'accord. L'exemple qu'on avait pris ce jour-là, c'était par rapport à Mathieu Kérékou et l'un de ses successeurs. Et j'ai dit, entre celui qui vient mettre le pavé, qui vient faire l'asphaltage, qui vient gaudronner, disons ça simplement comme ça, entre celui qui fait ça, on applaudit pour ça, entre celui qui fait ça, et celui qui, visionnaire, a ouvert la voie, a tracé, mais n'a pas eu les moyens financiers pour renforcer, mettre du sable, mettre le gravion, mettre les routes, mettre les pavés. Entre celui-là et les autres, chacun apporte sa contribution à l'édification. Voilà. Et la conclusion, c'est chacun a fait ce qu'il devait faire. Il faut que nous nous habituions à cela. De toute manière, Patrice Talon a travaillé. Il a travaillé à la suite des autres. Je prends un exemple. Je m'excuse de le dire comme ça. Mais si nous, en notre temps, quand on montait le projet LEPI, avec beaucoup de numérisation cachée derrière, si on n'avait pas, malgré tout, réussi d'une certaine façon, mais ce ne serait pas relativement aussi facile aux successeurs du général Mathieu Kérékou de continuer. Mathieu Talon a continué et a très bien continué et allé même très loin.
Mais il a fallu des ancêtres de tout ça. D'accord? Donc, que chacun se départisse de ce sentiment d'hubris, de ce complexe d'hubris en disant c'est moi tout seul, c'est notre génération tout seul. Non, chacun apporte sa pierre à la construction Avant de revenir de l'édifice national. à vos voeux pour Romuald Wadayi, avant de conclure, une question. Quel est votre souhait pour le Parti politique Les Démocrates? Qu'ils pensent leur plaie, qu'ils se revoient entre eux, Oui. qu'ils rediscutent. J'ai dit à des amis, c'est la fin d'une saison. Je n'étais pas d'accord, je ne suis toujours pas avec ce qui a été imposé, la trêve. Je pense que j'en ai discuté un peu sur votre plateau un jour ici. Mais si j'étais eux, je prendrais 1 à 2 ans. Je prendrais 1 à 2 ans. Voilà. Nous allons reconstruire. Parce que nous avons besoin d'opposition, forcément, dans le pays. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas l'image du Bénin à l'étranger. Mais lorsqu'on voit que tout le monde soutient aujourd'hui, presque tout le monde soutient aujourd'hui Romuald Wadayi, on veut se mettre ensemble pour construire le pays. C'est un vœu aussi de Patrice Talon. Mettons-nous ensemble pour construire le pays. Ce n'est pas comme le président Talon l'a dit. À la limite, je dirais, c'est comme la mouvance l'a voulu. Il y a une différence. Ce n'est pas comme le président Talon l'a dit en rencontrant les jeunes. Mais c'est comme la mouvance l'a voulu. Parce que si les dirigeants actuels avaient voulu que nous ayons des élections plurielles avec des partis politiques se réclamant d'autres obédiences, on l'aurait eu. La Cour constitutionnelle aurait travaillé à cela. La Sénat aurait travaillé à cela. Donc, ce qui nous est arrivé, on le prend, mais pour la présidentielle prochaine, et on avance. Pour la présidentielle prochaine, pour vous, les démocrates doivent être derrière Wadayi ou derrière Humpé? Je vous ai déjà posé la question. Derrière Humpé, pour moi, ça va être difficile. Parce que c'est tout ça qui nous a entraînés là où nous sommes aujourd'hui, qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. S'ils avaient eu la capacité, l'humilité pour se comprendre, ils se seraient complétés. Et on n'aurait peut-être pas eu ça. Je ne sais pas si aujourd'hui, alors que hier, ils avaient refusé à Paul Humpé d'être opposant, et moi-même, j'ai critiqué Paul Humpé à un moment donné, j'ai dit, mais il a manqué de punch pour être un véritable opposant, d'accord? Alors qu'ils ont fait ça, qu'ils lui ont dénié toute... Ils lui ont jeté de l'opprobre même. Voilà. Le chef de l'opposition, c'est quoi tout ça? Ce n'est pas un événement. L'un des vice-présidents avait dit ça. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont avaler leur vomissure et se rapprocher de Paul Humpé pour dire, c'est toi? J'ai entendu un vice-président du LD, je vais finir par là, un vice-président du LD, des LD peut-être, qui ont dit, pendant que Paul Humpé se battait pour le chef de file de l'opposition, mais si nous soutenons ça dans le cadre de concertation politique qui avait été mise en place, si nous soutenons ça, nous faisons la promotion de Paul Humpé. J'ai entendu un ancien FCBE devenu LD, très proche du président Yahi, dire ça à l'une des réunions. Alors c'est aujourd'hui, si on soutient Paul à ce moment-là, c'est faire la promotion de Paul Humpé, chef de file de l'opposition, si on soutient le cadre de concertation qui est en train d'être mis en place, c'est faire la promotion de Paul Humpé. Est-ce à dire que de telles espèces politiques n'étaient pas dans un combat idéologique, mais dans un combat de personnes? Aussi. Politiquement. Idéologique peut-être, mais de personnes aussi. Quand on regarde par exemple des pays de la sous-région, lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a un objectif à atteindre, quel que soit le candidat, même si celui qui est légitime à la candidature n'est pas en mesure de candidater, celui qui est là possible, on s'allie derrière lui. C'est ça la politique. Et c'est ça qui manque chez nous. C'est un mal dont les racines plongent dans notre culture, dans notre humus socio-culturel. Et c'est à rechercher. Nous avons ce mal-là. Les politiques béninois se nourrissent de méfiance, de défiance même. Pas de confiance entre eux. La méchanceté est loi. Deux questions pour conclure. Et donc, logiquement, les démocrates doivent être derrière Romuald Wadayi. Je ne le dis pas. S'ils ne veulent pas disparaître individuellement, ils vont peut-être prendre des positions expliquées pour que les gens comprennent. Moi, j'ai dit pourquoi Romuald Wadayi, pour moi, est l'homme de la situation. C'est une grande responsabilité et il faudra l'aider au nom de... Je vais encore aller un tout petit peu plus loin. Pour vous dire que ce n'est pas quand on a choisi Romuald Wadayi que moi, je me suis convaincu de la petite analyse que j'ai faite. Le bon générationnel. Vous m'avez vu ou vous m'avez entendu défendre quelqu'un, permettez-moi de le nommer, Daniel Eda. Daniel Eda est de cette génération 70. Tout à fait. D'accord? Et c'est parce que j'étais convaincu depuis des années
j'étais convaincu depuis que, en cherchant et en voyant, parce que pour être bien vu dans cette génération, il faut avoir reçu de la bonne formation, avoir un bon carnet d'adresses, etc. Et j'avais trouvé en Daniel Ida quelqu'un qui remplissait ces conditions-là. Ce qui lui manquait peut-être, c'est une assise, un ancrage politique. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'on a Patrice Talon a désigné le candidat indépendant Romuald Wadayi, qui a été rejoint, supporté par les partis politiques du chef de l'État. Ce n'est pas parce que c'est fait que j'ai dit non. C'est parce que j'étais déjà convaincu que si on faisait bien, si on suivait le cours des choses, on ne gouverne pas, je l'ai dit, on ne gouverne pas seulement avec la raison, avec les chiffres, on gouverne aussi, peut-être surtout, avec le cœur, avec l'émotion. Et en matière de gestion d'un pays, il y a ce qu'on appelle les signes des temps. On observe. Ça va dans quel sens? Ça nous dit quoi? Quels sont les... C'est tout ça qui permet à quelqu'un de gouverner. Donc, moi, j'ai choisi sur la base du fait que Romuald Wadayi fait partie de cette génération qui doit prendre. Le bon générationnel est en train d'être fait. Maintenant, le flambeau doit tomber sur quelqu'un. Et j'ai constaté que c'est tombé sur Romuald Wadayi. J'ai dit, et je me répète, par là je vais finir, le processus qui a conduit à la désignation de Romuald Wadayi, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Ce n'est pas mon affaire. J'ai constaté que c'est Romuald Wadayi. Pour moi, il remplit les conditions générationnelles. Oui. Et je dis, il a ce qu'il faut. Dernière interrogation, Alain Adiou. Quel est votre vœu? Quelles sont vos espérances pour le candidat Romuald Wadayi pour le compte de ces campagnes électorales déjà? Et quels sont aussi vos vœux pour Patrice Talon? Si vous pouvez conclure par là. Une question à double volet. Bon, permettez-moi de commencer par Patrice Talon, parce que il est en train de partir. Je suis heureux, c'est peut-être égoïste de ma part. Je suis heureux, j'espère que le temps qui reste ne me démentira pas, que Dieu ne me démentira pas. Je suis heureux d'être là, d'avoir vécu les 10 ans de Patrice Talon pendant qu'il est encore là, et de voir, par la grâce de Dieu, Patrice Talon passer le témoin. C'est un moment historique pour moi. Je sais ce que je suis en train de dire. Et si jamais il m'écoutait, peut-être qu'il va se rappeler un certain nombre de choses. Donc, mon vœu, c'est qu'il finisse bien. C'est vrai qu'il aura sérieusement perturbé la démocratie béninoise. Il le sait, lui-même en a conscience. Et je le dis, je ne peux pas me mentir. Il a sérieusement perturbé la démocratie. Il n'avait pas besoin de faire ça pour les réalisations matérielles, physiques, dont il a gratifié le pays. Il n'en avait pas besoin. Donc, c'est des insuffisances majeures qu'il faudra que les générations futures corrigent. Maintenant, pour passer à Romuald Wadayi, j'ai dit que la génération des mondialisés, des numériques, si je peux m'exprimer ainsi, n'a pas connu les indépendances, n'a pas fait le combat des indépendances, n'a pas connu la révolution, n'a pas construit la démocratie, hérite de tout ça. Mais il faut hériter de tout ça de façon responsable. Les générations se succèdent, mais n'ont pas toujours les mêmes missions. Il faut que Romuald Wadayi s'entoure de gens de sa génération qui fassent la lecture de notre histoire politique contemporaine, tout au moins depuis l'indépendance. Quels sont les acquis successifs, les acquis générationnels? Il faut qu'ils construisent. C'est au bout de la vieille corde qu'on noue la nouvelle, qu'on tresse la nouvelle. Il faut qu'ils construisent à partir de ces acquis-là et qu'ils apportent maintenant les acquis de leur génération pour que le pays avance. S'il le fait sans rejeter les aînés, sans rejeter ceux qui ont contribué à cette génération d'hier, qui sont encore en mesure de lui apporter des conseils, de lui dire des choses, etc., si il s'entoure de ces choses-là, de ces gens-là, et que de temps en temps, il les appelle, il dit, voilà, comment est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Vous voyez ceci et cela. Quelqu'un m'a dit, et je pense que la personne a raison, et par là, je vais vraiment terminer, qu'à la différence de certaines personnes, que Romuald Wadayi serait suffisamment un homme d'écoute. Vous l'avez constaté. Qu'il développe ça. Ce qui a manqué, ce qui est en train de manquer depuis 2016 à notre pays, c'est la gouvernance par l'écoute. Et vous voulez entendre Wadayi sur quoi pendant la campagne électorale? Qu'il se montre beaucoup plus proche du peuple.
beaucoup plus, je l'ai déjà dit, hein, qui ne viennent pas nous dire, bon, le Bénin est à 9, et quelques taux de croissance économique, on va passer à 10%, à 2 chiffres, non. Qui viennent nous dire ce qu'il sait de la souffrance ou des souffrances des Béninois, dont il aura désormais la charge. Donc pour vous, il doit se départir de Patrice Talon. Absolument. Ah non, je l'ai déjà dit d'une certaine façon, peut-être de façon beaucoup plus feutrée ou plus subtile, plus subtile, plus je sais pas quoi. Oui, il faut, tout en continuant, mais il faut qu'il se démarque. Il n'y a pas de conflit. Hein. En poursuivant les belles réalisations aussi, toujours. Absolument, il est condamné, il est obligé. Vous savez, et à faire mieux que Patrice Talon. Sur ce plan-là, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Patrice Talon a besoin, lui-même il a dit. Lui-même, Patrice Talon, chef de l'État, l'a dit, quelqu'un qui viendra faire mieux que lui. Parce que lui-même, il estime qu'il a fait mieux que son prédécesseur immédiat. Et c'est une responsabilité. Si quelqu'un vient et fait moins que son prédécesseur, mais il aura démérité complètement. Merci à vous, Alain Adirou, pour ce moment d'échange, homme politique, ancien ministre. Merci pour ce moment d'échange. On se retrouvera très prochainement pour un petit débat.